Bonjour à tous, nous allons donc démarrer la séance numéro 5. Nous allons nous intéresser à des éléments plutôt d'exercice et d'application de ce que nous avons vu dans les séances précédentes. Pour ce faire, je vous propose d'aborder partir d'un sujet d'examen qui a été proposé en septembre 2018 avec un certain nombre de questions relatives à la principe et aux technologies. Donc je vais vous balayer les quelques questions et ensuite je basculerai sur un test qui vous est accessible sur la plateforme de cours de l'université, donc dans le cours M1Pile. Donc dans ce sujet d'examen, un certain nombre de questions étaient posées. On demandait de réaliser un petit schéma et d'écrire quelques lignes pour expliquer le fonctionnement d'une pile à combustible. Donc nous allons voir ça dans le test qui vous va être proposé tout à l'heure, de même que pour la question suivante, où d'une part on demandait pourquoi le niveau de tension théorique E d'une pile à combustible est indépendant de la technologie de la pile, et on demandait de caractériser les éléments, les termes delta G, petit n et F dans cette expression de la tension théorique. Donc je répondrai également à cette question à partir de l'élément de test. Une question concernait le rôle du matériau électrolytique dans les piles à hydrogène. J'aurai également l'occasion d'y répondre par l'intermédiaire du petit test. Et puis je ne suis pas certain que dans le test soit présent la notion de puissance d'une pile à hydrogène, mais j'y reviendrai si ce n'est pas le cas. Et puis enfin, nous aurons l'occasion de traiter la cinquième question théorique à partir finalement de l'exercice qui se trouve juste ensuite présenté dans cet examen. Donc commençons par aller sur la plateforme, sur le cours de pile M1, ici, et vous trouvez depuis maintenant quelques heures, la possibilité d'accéder à un test de connaissance. Pour le moment, ce test est accessible à volonté. Vous pouvez vous évaluer, vous réévaluer de multiples fois. Ce sera un outil qu'on utilisera pour l'évaluation du contrôle des connaissances. Donc je vous invite fortement à aller sur ce dispositif. Donc vous lancez le test et une fois que le test est lancé, apparaissent des questions sous des formes plus ou moins différentes. Vous avez ici une question sous la forme d'une question à choix multiples. Donc l'objectif c'est de choisir parmi les réponses celles qui satisfont à la question. Elles peuvent être multiples. En l'occurrence ici, il y a la possibilité d'avoir deux bonnes réponses qui sont d'ailleurs complémentaires et deux mauvaises réponses. Donc la question est la suivante. La tension fournie par une pile à combustible dépend de quoi? Eh bien, est-ce qu'elle dépend de la quantité de dihydrogène fournie à la pile? Est-ce qu'elle dépend de la quantité de dihydrogène fournie à la pile? Est-ce qu'elle dépend du nombre de cellules élémentaires empilées? Ou est-ce qu'elle dépend du courant que fournit la pile? Donc les réponses ne sont ni la première ni la deuxième ici présentées. C'est effectivement lié au nombre de cellules élémentaires empilées. Je vous rappelle que chaque cellule élémentaire a une tension théorique constante qui est de 1,23 volts et une tension nominale de l'ordre de 0,7 volts. Donc évidemment, si j'empile des cellules élémentaires, eh bien je multiplie. Si j'ai 3 cellules, 3 fois 0,7 volts ou 3 fois 1,23 volts à vide. Donc la tension d'une pile
est bien dépendante du nombre de cellules élémentaires. Mais on sait également que la tension évolue en fonction du courant, puisqu'on a représenté la caractéristique UF de J, et on sait très bien que la tension diminue sous une forme un peu particulière, selon 3 zones, en fonction du courant de la pile. Donc cette deuxième réponse doit être sélectionnée pour obtenir le nombre de points maximum à cette question. Vous passez à la page suivante pour la question suivante. Pour le moment, vous pouvez revenir à la page précédente pour modifier vos réponses. Dans le test qui sera utilisé lors de l'évaluation, vous n'aurez pas cette possibilité. Une des questions qui est posée ici, qui rejoint la question qui était posée dans le sujet d'examen, quelle que soit la technologie de la pile, l'énergie de la pile qui est produite par la pile provient du contenu de l'énergie dans l'atome d'hydrogène. Est-ce que finalement la réponse est vraie ou est-ce que la réponse est fausse? Eh bien, en l'occurrence, la réponse est vraie. En effet, quelle que soit la technologie, c'est bien l'énergie de l'hydrogène qui est utilisée pour être transformée en une énergie de chaleur et en une énergie électrique. Question suivante. Nous sommes ici, d'une certaine manière, à la réponse à la question qui consiste à expliciter le fonctionnement d'une cellule de pile à hydrogène, de pile à combustible. Donc vous avez ici représenté 2 électrodes et une membrane, 2 éléments qui permettent d'alimenter en fluide les électrodes de la pile à combustible, un élément qui permet d'évacuer quelque chose qui est H2O, et nous avons ici des éléments à renseigner avec ici la panoplie des possibilités que vous avez. Comme on a ici représenté la génération de l'eau sur cette cellule de pile à combustible, on est dans le cas d'une pile PEMFC, eh bien on sait que l'eau est produite du côté de O2. Donc je vais pouvoir ici glisser O2 sur ce côté. Par conséquent, l'hydrogène, le dihydrogène, arrive de l'autre côté. On sait que du côté du dihydrogène, il va y avoir une décomposition à partir de la catalyse de cette molécule de dihydrogène en 2 électrons qui seront susceptibles de circuler dans le circuit électrique. Donc les électrons vont donc circuler dans ce sens. Il va y avoir des H+, des ions H+, qui vont circuler, eux, dans ce sens dans la membrane, donc de l'hydrogène vers l'oxygène, et qu'en conséquence, le courant, qui est une grandeur qui est à l'opposition du sens de circulation des électrons, eh bien, se trouve donc dans ce sens. Voilà, en quelques mots, expliciter la manière dont fonctionne le principe d'une pile à hydrogène. Passons aux questions suivantes. Les ions peuvent avoir une charge électrique positive ou négative. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et en effet, nous avons vu dans les différentes technologies que les technologies fonctionnaient soit par l'intermédiaire de la circulation d'ions positifs, soit par l'intermédiaire de la circulation d'ions négatifs. Donc les charges qui circulent dans l'électrolyte peuvent effectivement avoir les 2 polarités selon la nature de l'électrolyte. Un autre mode de question, une question basée sur la tension théorique E qui est liée à une expression qui s'écrit moins delta G sur NF, où je vous demande de qualifier les différents éléments de cette expression, à savoir N, F et delta G ou moins delta G. Vous avez donc ici une liste déroulante qui vous permet de choisir ce qu'est N. Donc, en l'occurrence, ici, N n'est pas le nombre d'Avogadro, mais le nombre d'électrons de la molécule de dihydrogène. F n'est ni le nombre d'Avogadro, ni la variation de l'accélération de la pesanteur
mais le produit du nombre d'Avogadro par la valeur absolue de la charge de l'électron, c'est-à-dire la constante de Faraday. Et enfin, delta G n'est pas l'enthalpie de l'atome d'hydrogène, mais la variation, c'est-à-dire l'énergie libre de Gibbs de l'atome d'hydrogène. Voilà pour la réponse à cette question à proposition multiple. Enfin, une petite question qui relève de la notion de générateur électrochimique dit ouvert ou fermé. Je vous propose une liste de générateurs électriques et je vous demande de sélectionner parmi ces générateurs les générateurs électrochimiques qui sont des générateurs dits fermés. En l'occurrence, ici, la batterie au plomb, pas la pile à hydrogène qui est un générateur électrochimique ouvert. La pile non rechargeable est un générateur électrochimique fermé. La pile au méthanol n'est pas un générateur électrique ouvert. Et par contre, la pile rechargeable est bien un générateur électrique fermé. J'ai presque terminé. Une question sur l'histoire de culture générale. Est-ce que la pile à combustible a été découverte avant le principe de l'électromagnétisme? Eh bien, en effet, c'est vrai. Et vous aurez des éléments de réponse lors de la correction. Donc, soit vous souhaitez retourner à la tentative, soit vous voulez tout de suite vérifier vos réponses. Vous envoyez donc le résultat qui ne sera évalué. Donc ici, l'information m'indique que toutes les réponses sont bonnes. Et en plus, j'ai les résultats des réponses qui sont donnés à chacune des questions qui ont été posées, avec éventuellement quelques commentaires. Voilà, et notamment ici, eh bien, la justification, puisque la pile à combustible, le principe a été identifié en 1800, c'est en 1839 que le principe de fonctionnement a été explicité, et c'est seulement en 1864 que les équations de Maxwell ont été présentées. Voilà pour ce petit entraînement qui vous permet de vous exercer aux outils qui seront utilisés pour une partie de l'évaluation. Vous terminez donc l'évaluation et le dispositif vous indique la note que vous avez obtenue suite à la correction. Vous pouvez de manière récurrente refaire le test autant de fois que vous le voulez dans cette phase d'apprentissage. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie. Sur lequel vous pouvez vous entraîner. J'essaierai de mettre d'autres questions d'ici quelques jours ou quelques semaines. Attention, les questions ne sont pas toujours posées dans le même ordre et les réponses à l'intérieur des questions ne sont pas non plus toujours organisées de la même manière. C'est quelque chose qui est fait de manière aléatoire. Je vais donc revenir maintenant à mon sujet d'examen et notamment m'intéresser à une partie de la question qui n'a pas été traitée par le petit test, qui est la puissance d'une pile à hydrogène est dépendante de sa géométrie. En fait, c'était effectivement le cas, puisque dans le cours, je vous ai dit que la tension nominale d'une cellule de pile à hydrogène était de l'ordre de 0,7 volts et que le courant qui était possible d'être fourni par une pile à combustible était lié à la surface des électrodes avec une densité de courant de l'ordre de 0,8 A par centimètre carré. Donc on voit bien que si je veux augmenter ou obtenir une puissance de pile donnée, eh bien j'ai deux possibilités: augmenter la tension en empilant des cellules, donc sur une des dimensions, ou augmenter le courant en augmentant la surface. C'est bien dépendant de sa géométrie. Plus la surface est grande et plus le courant pourra être important, et plus le nombre de cellules empilées est important,
et plus la différence de potentiel nominale sera élevée. À noter que quelle est la raison pour laquelle plus la surface est grande et plus le courant peut être élevé? D'où viennent ces 0,8 A par centimètre carré? Eh bien en fait, la quantité d'hydrogène disponible dans la zone de réaction électrochimique sera d'autant plus importante que la surface est grande, puisque l'hydrogène qui est injecté dans l'électrode négative, eh bien, elle va se répartir sur l'ensemble de la surface active de la pile, et plus la surface est grande, plus le nombre d'atomes, de molécules de dihydrogène seront nombreuses dans la surface de réaction, et donc plus les électrons qui seront susceptibles d'être libérés seront nombreux, et plus les électrons sont nombreux, plus le courant peut être important. Je souhaite maintenant aborder la question 5 à partir de l'exercice qui suit, et qui est basé sur finalement la caractéristique électrique d'une pile à combustible, une pile à hydrogène, à partir de son modèle simplifié. Je vais partir ici de l'exercice qui nous donne finalement une certaine forme de caractéristique par la relation qui lie la tension au courant, ici, et qui m'a permis de tracer une caractéristique de cette pile à combustible. Donc la tension qui se trouve ici, le courant qui se trouve là. J'ai repris les éléments du tableau, 23 volts, 18 volts, 16 volts, 14 volts, 10 volts pour les courants, 0 ampère, 1 ampère, 3 ampères, 5 ampères, 7 ampères. On retrouve donc la caractéristique qui est tracée, et on me demande quel est le modèle simplifié. Tout d'abord, le modèle simplifié, je vous rappelle que le modèle simplifié est un générateur de tension, de type générateur de Thevenin, une source de tension et une résistance interne, avec une tension qu'on va appeler E0 pour le générateur pur de tension et petit r I pour la résistance interne de ce générateur simplifié. Donc ça, c'est le modèle simplifié du générateur d'une pile à combustible. Et maintenant, comment obtient-on la valeur de E0 et de RI? Comme j'ai pu l'expliciter dans le cours, eh bien, je vais tracer une tangente à la courbe dans sa zone linéaire, donc ici en l'occurrence entre ces deux points, et en prolongeant, j'obtiens ici à l'intersection de i égale 0, ici, eh bien, la valeur de E0 par le graphique. Et concernant la valeur de la résistance interne RI, eh bien, je peux la calculer à partir de la variation ici que je vais trouver entre ces deux points, variation de la tension, entre variation du courant ici, entre 1 ampère et 5 ampères, ça me fait un delta I égale à 5 ampères moins 1 ampère, soit 4 ampères. Et ici, j'ai la capacité d'identifier la variation de tension entre ce point-là et ce point-là, que j'appelle delta V, qui va être égal à la variation entre la tension de ce point et la tension de ce point. Pour ça, je vais retourner à l'énoncé.
Donc entre la tension qui correspond à 1 volt et la tension à 1 ampère et la tension qui correspond à 5 ampères, c'est-à-dire 18 ampères moins 18 volts moins 14 volts. Donc delta V égale, en valeur absolue, 18 moins 14, soit 4 volts. Donc la résistance interne petite r i est égale à delta V sur delta I relevé sur la caractéristique, à savoir 4 volts sur 4 ampères, soit une résistance interne de 1 ohm. Voilà pour finalement la question qui correspondait ici pour la partie du modèle, donc une valeur de la résistance dans la perte ohmique, le modèle simplifié, qui est ici explicité à partir de cette caractéristique qui se trouve ici. Il s'avère que la première question consistait ici dans l'exercice à déterminer la résistance interne, c'est-à-dire à passer au calcul de delta V sur delta I à partir du tableau des valeurs évoquées ici entre la zone 18 volts et 14 volts qui avait été identifiée comme la zone linéaire qui correspond à la zone entre guillemets perte ohmique. Vous avez ensuite des éléments dans le tableau qui vous permettent de calculer le rendement électrique de la pile et il était demandé d'effectuer les applications numériques par chaque cas du tableau. Donc ce point-là a déjà été traité. Il est évident ici que dans la mesure où je ne consomme aucune quantité d'hydrogène et que je ne fournis aucune valeur de courant, il n'y a pas de notion de calcul de rendement. Le calcul de rendement va donc se produire pour toutes les autres situations en prenant le principe de la quantité d'hydrogène et la durée de fourniture de cette quantité d'hydrogène et la quantité du courant qui est fourni à la charge. Et on parle bien ici d'un rendement électrique, on ne s'intéresse donc qu'au courant. J'ai procédé à ces petits calculs qui consistent à calculer combien je dispose de charge ou d'équivalent de charge en coulomb ou en coulomb par seconde, qui sont des ampères dans 60 minutes et un volume de 20 litres de dihydrogène à pression atmosphérique, sachant que je vous ai donné la charge de l'électron, la valeur du nombre d'atomes ou de molécules dans une mole, et que le volume molaire à une pression atmosphérique et à une température de 25 degrés, qui sont les références de mon expérimentation, est de 24 litres. Donc je sais que dans 24 litres, j'ai 6,02 10 puissance 23 atomes de dihydrogène qui comportent chacun 2 électrons. Donc ça me fait 6,02 10 puissance 23 que multiplie 2, que multiplie moins 1,6 10 moins 19 coulombs pour 24 litres. Ici, j'en ai 20. Et comme ça a fonctionné pendant 60 minutes, c'est-à-dire une minute étant égale à 60 secondes, 3600 secondes, eh bien en multipliant la quantité de coulombs qui ont été fournis pendant les 3600 secondes, j'obtiens la quantité de charges qui sont fournies en ampères, et donc je le compare à cette valeur de 1 ampère. Le calcul, je l'ai répété pour chacune des situations, et j'en arrive à l'aide d'un petit tableau Excel où j'ai réalisé ces calculs.
Donc, la quantité de charge, on retrouve les 6,02 10 puissance 23 fois 2 électrons fois la charge de l'électron, que je divise par 24 pour l'avoir en nombre de coulombs par litre, et que je multiplie par 20 ici, en fonction de la valeur qui se trouve ici, le volume, hein, C4 qui est 20, et la référence à attention. Je sais que le courant, l'hydrogène est fourni à 20 cellules, donc je divise la quantité d'hydrogène par la valeur de 20 pour avoir la quantité d'hydrogène par cellule. Donc le calcul qui est répété ici en fonction de la valeur qui se trouve dans la colonne durée et dans la colonne volume d'hydrogène me donne la quantité de charge fournie. La quantité utilisée, c'est 1 ampère pendant 60 minutes, ça fait donc 3600 coulombs. 3 ampères pendant 10 minutes, donc 10 minutes c'est 600 secondes, 6 x 3, 18 800 coulombs, et ainsi de suite. Et ensuite, je calcule le rendement. Voilà comment je peux procéder pour réaliser ce calcul de rendement. J'ai demandé également dans cet exercice à un point de fonctionnement donné qui était de 16 volts et 3 ampères de déterminer la quantité d'hydrogène nécessaire pour fournir une énergie de 1 kWh. Donc ici, je ne vais pas m'intéresser au rendement électrique, mais je m'intéresse au rendement de puissance, d'une certaine manière. Je sais qu'à 16 volts, j'ai fourni 3 ampères pendant 10 minutes. Je pourrais calculer ici, sachant que j'ai consommé 9 litres d'hydrogène, je pourrais donc procéder au calcul qui consiste à dire que j'ai une puissance de 3 fois 16 watts pendant 10 minutes. Cette puissance de 3 fois 16 watts pendant 10 minutes, je peux la convertir en kilowattheure. Dans la mesure où je sais que cette puissance de 3 fois 16 watts en 10 minutes a consommé 9 litres, et bien par une règle de proportionnalité ou une règle de 3, j'arrive à calculer la quantité d'hydrogène nécessaire pour fournir à ce point de fonctionnement 1 kWh. Les calculs sont évidemment proposés ici. Si je me base sur le point de fonctionnement 16 volts 3 ampères, 3 x 6 18, 3 x 1 3, 48 watts, qui ont fonctionné pendant 10 minutes et qui a consommé 9 litres. Si je projette cette utilisation sur une durée de 60 minutes, j'ai toujours fourni 48 watts, il m'aura simplement fallu 6 fois plus d'hydrogène pendant la durée, puisque j'avais 10 minutes, pour passer à 1 heure, il me faut 6 fois plus d'hydrogène. Donc je trouve ici 6 x 9, 54. Donc j'ai consommé 54 litres pour produire 48 Wh. Si j'ai 1000 Wh à fournir, eh bien, je regarde combien de fois j'ai de 48 Wh dans 1000 Wh, et ce nombre de fois, je le multiplie par 54 litres. C'est ce que j'ai procédé ici. 1000 Wh divisé par 48, ça me donne le nombre de fois qu'il y a 48 Wh dans 1000 Wh, et je multiplie par 54 litres, et en l'occurrence, il me faudrait 1125 litres pour alimenter une charge équivalente à une consommation d'énergie de
1 kWh. Voilà une des manières d'aborder ce sujet lié à le volume d'hydrogène nécessaire pour un point de fonctionnement donné. Vous retrouverez dans la plateforme d'autres énoncés de sujets. Je vous invite à les consulter et à vous exercer sur différentes questions. J'essaierai d'en mettre d'autres d'ici quelques jours pour que à nouveau vous puissiez vous familiariser à ce type d'exercices qui sont les exercices typiques qui peuvent être demandés au titre de l'évaluation. Voilà pour cette séance numéro 5 qui était essentiellement consacrée à la réalisation de quelques exercices à travers des tests ou à travers la réalisation d'un exercice au tableau. Lors de la séance numéro 6, je reviendrai sur une vision plus théorique du cours qui va s'intéresser plus spécifiquement à la gestion d'un système de pile à combustible que vous trouvez à la page 20 du document de cours de pile à combustible. Et nous discuterons sur ce schéma qui est ici sous vos yeux lors de la séance numéro 5. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouvera de toute manière le lundi 11 mai à nouveau à distance à 9h pour échanger sur ce qui a été fait lors de cette séance numéro 5 et sur ce que nous ferons lorsque je vous aurai diffusé la séance numéro 6. Les prochaines séances, celle du 18 mai, sera essentiellement consacrée aux grandeurs caractéristiques et à la caractérisation de l'hydrogène telle qu'on peut la trouver dans notre environnement terrestre et la manière dont elle est produite et dont on pourrait la produire. Et nous aborderons à nouveau quelques exercices et à nouveau quelques tests qui auront été mis à votre disposition. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.